Bienvenue, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Voici votre émission, le rendez-vous de la lecture. Encore une fois, cette émission va être divisée en deux grandes parties, l'information et la rencontre avec un auteur. Et aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir de rencontrer Michel Bellil, qui est l'auteur de ce livre, en fait de cette saga, qui s'intitule « Les 5 saisons de l'avenir ». Que tout à l'heure, M. Bellil va nous faire le plaisir de nous raconter un peu qu'est-ce qu'il l'a poussé à écrire cette saga. Et l'avenir, il s'agit quand même d'un petit village pas loin de Drummondville. Maintenant, on va passer à l'information. J'ai 5 livres à vous suggérer. Bon, maintenant, il y a une biographie de Pierre Bruno par les éditions de l'Homme. Cette biographie s'intitule « Même heure, même poste ». Et on nous dit ceci. Depuis plus de 40 ans, Pierre Bruno est le lien privilégié entre les téléspectateurs québécois et les grands événements qui ont façonné le Québec et le monde. De la chute du mur de Berlin aux attaques du 11 septembre 2001, en passant par la tuerie de Polytechnique, la crise amérindienne de 1990 et les 2 référendums sur la souveraineté. Dans ce récit autobiographique, il retrace les grands moments de sa vie, de son enfance à Victoriaville, au sein d'une famille nombreuse, à son intérêt précoce pour le monde des communications qui l'a mené à animer le bulletin de nouvelles au début de soirée de à TVA depuis 1976. Bon, avant que son fils Charles soit porté par la leucémie en 1988, après une lutte longue et courageuse, Pierre Bruno lui a fait la promesse de poursuivre le combat contre le cancer pédiatrique. Cet engagement de toute une vie a mené à la création de la Fondation Charles Bruno, aujourd'hui présente au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, à l'hôpital de Montréal pour enfants, au Centre Mère-Enfant de Québec et au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Dans un style simple et direct, souvent empreint d'émotion, il raconte son double parcours d'homme de médias et d'homme d'engagement. Donc, même heure, même poste aux éditions de l'Homme, biographie de Pierre Bruno. Maintenant, aux éditions David. Jusqu'à quand un petit art de vivre, c'est Mme Hélène Arbeck. Mme Hélène Arbeck, son livre, on a un résumé ici, une précarité, une perte. Ce petit art de vivre pourrait-il arriver dans ses retranchements, fragilisé par le temps et une certaine usure des efforts. Une crainte, mais empreinte de désir, car il s'y glisse aussi une persévérance, une prédisposition pour quelque échappée de lumière et de beauté. Dans le style animaliste qui lui est familier, Hélène Arbeck parvient à saisir dans ce récit du quotidien des émotions qui sont universelles. Et qui est Madeleine Arbeck? Madeleine Arbeck est née à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Après des études en lettres à l'Université de Laval, elle s'installe à Moncton, Nouveau-Brunswick. Tour à tour enseignante, infirmière, recherchiste à Radio-Canada et à l'Office national du film, elle commence son parcours littéraire
en 1986 par la publication de L'été avant la mort, fiction écrite en collaboration avec France Daigle. Elle se consacre entièrement à l'écriture depuis 2001. Elle est l'auteur de 2 romans, de récits et de plusieurs recueils de poésie. Et là, ce qui s'en vient, c'est qu'en 2018, elle a remporté le prix quinquennal Antonine Maillet-Acadie, qui couronne l'ensemble de l'œuvre d'une artiste. Donc, Madeleine Arbeck, avec son livre Jusqu'à quand? Un petit art de vivre de Hélène Arbeck. Maintenant, aux éditions Marcel Braquin. Écris-moi ton histoire de Marthe Saint-Laurent. Donc, je vais aller un tout petit peu. Lorsque j'ai lu, ça, ce sont des appréciations de journalistes, d'accord, que je vais vous lire un peu, là. Lorsque j'ai découvert le livre de Marthe, donc Marthe Saint-Laurent, je me suis senti transporté par un plaisir profond de pouvoir écrire mon histoire de façon organisée et encadrée. Plus j'avançais dans ma lecture, plus mon élan et mon besoin d'écrire revenaient avec une telle excitation. Les conseils que j'y ai trouvés m'ont aidé à apprécier le fait de travailler avec plus de directives, en plus de dépasser mes peurs du jugement des autres. Ça, c'est écrit par Chantal Robillard, qui est l'auteur aussi. Donc, vous voyez qu'il y a des auteurs qui s'apprécient mutuellement. Un autre, aux éditions Druide. Le crime de sœur Marie-Hosanna de Claire Bergeron. Donc, je répète, les éditions Druide. Le crime de sœur Marie-Hosanna de Claire Bergeron. Le résumé, automne 1910, Orphélie, à 15 ans, lorsque son père, un éminent juge montréalais, la confie au monastère des Augustines à Québec. La faute qu'elle a commise dépasse l'entendement, dit-il, pour cette infâme, c'est le cloître ou la prison. Abandonnée dans le silence, l'adolescente est en proie de profonde détresse. Au fil des ans, devenue sœur Marie-Hosanna, religieuse infirmière, elle parvient à donner un sens nouveau à sa vie en soignant les malades, jusqu'au jour où, à 22 ans, son désir de liberté se fait trop pressant. Si vous voulez connaître la suite, mais il s'agit de lire le livre « Le crime de sœur Marie-Hosanna ». Bon. Maintenant, aux éditions L'Apothéose. Une rose signée C. C'est ça, la lettre C. Là. Une rose signée C de Noël Tremblay. Résumé. Après avoir passé plusieurs années en solitaire, Jacques retrouve une flamme qu'il croyait éteinte à tout jamais. Celle-ci ranime une étincelle qui embrase ses sentiments. Saura-t-il survivre à cette nouvelle chaleur humaine? Il n'en tient qu'à vous de le découvrir. Donc ça, ce sont quand même, si vous aimez la lecture, ce sont des nouveautés. C'est peut-être bon, peut-être, c'est que je vous conseille, peut-être, d'en choisir un parmi ces livres-là, si le cœur vous en dit. Maintenant, une information concernant Symphonia. Symphonia lance
un tout nouveau disque. Donc, ici, là, j'ai reçu cette information-là par Internet. Donc, c'était daté du 1er avril. C'est avec beaucoup de fierté que Symphonia de Lanaudière lance son tout nouveau disque Suite et Sérénade. Enregistré à l'église de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie à l'Assomption, cet album souhaite immortaliser les plus belles pièces du répertoire pour orchestre à cordes à la façon de la Symphonia. Donc, c'est le titre de ce disque-là, c'est Suite et Sérénade, enregistré à l'église de l'Assomption. Le répertoire choisi est très varié. Il touche plusieurs époques, avec le raffinement bien connu des cordes de la Symphonia, grâce à une sélection des meilleurs mouvements judicieusement choisis par le chef Stéphane Laforêt. Ce disque se veut un greatest hit, ça veut dire un succès des plus beaux mouvements pour l'orchestre à cordes. Donc, si vous aimez la musique classique, bon, les points, on a dit que pour ce disque-là, il y a le bureau de la Symphonia, 270 boulevard de l'Ange-Gardien à l'Assomption, ou à la librairie Martin, Galerie Joliette, au 1075 boulevard Firestone. On sait que Symphonia de Lanaudière est né en 1994 par son chef Stéphane Laforêt. Donc, si vous aimez la musique classique, donc, musique classique, c'est en même temps, mais tout en écoutant de la belle musique, bon, ça peut nous inspirer à faire de bonnes lectures par la suite. Maintenant, donc, nous allons avoir le plaisir d'accueillir à notre antenne notre plateau, M. Michel Bellel, avec les 5 saisons de l'avenir. Donc, si vous aimez les polars, la science-fiction, vous allez être servi. Avec une bonne écriture aussi. Fait que, à tout à l'heure, avec notre invité, M. Michel Bellel. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bonjour, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Comme mentionné précédemment, j'ai le plaisir d'accueillir M. Michel Bellel. Bonjour, M. Bellel. Eh bien, bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous habitez maintenant dans une petite localité qui s'appelle L'Avenir. Oui. Parlez-moi de ce coin de pays. Où c'est situé, ce nom? Oh oui, l'avenir, évidemment, c'est peu connu, mais c'est quand on prend l'autoroute 55 de Drummondville en direction de Sherbrooke, c'est à peu près en plein centre, ouais. À peu près à mi-distance, tout près de Richemont.
Et quand je dis que j'habite l'avenir, les gens s'en souviennent. Si on dit, par exemple, j'habite à Saint-Mathias de la Rivière-du-Haut, les gens s'en souviennent plus. Mais quand on habite l'avenir, et en plus, quand on écrit de la science-fiction, c'est comme prédestiné. Ça va très bien ensemble. Le déclic que j'avais eu tout de suite en voyant le nom de l'avenir, parce que moi, je suis originaire de Drummondville. Oui. Bon, les cantons de l'Est aussi, Asbestos, Magog, mais surtout Drummondville. Donc, après ma retraite, je suis revenu dans la région et par une suite d'événements, j'ai acheté une maison à l'avenir sur le bord de la rivière Saint-François. Oui. Là, vous m'avez parlé que votre maison est située dans un cul-de-sac. Dans un cul-de-sac. Ça aussi, c'est une des briques qui m'a aidé à construire un peu la cathédrale, si on peut dire, ou du moins l'édifice là, de cette pentalogie-là, qui est de cinq romans. Oui, donc j'habite dans un cul-de-sac à 2 maisons des cantons de l'Est. Et qu'est-ce qui nous sépare? C'est non pas la route, puisque c'est un cul-de-sac. Oui, oui. Puis juste à côté, c'est des marais. Puis il faut aller à travers un sentier pour aller de l'autre côté. Donc, c'est vraiment comme coupé, comme s'il y avait une frontière entre les cantons de l'Est et puis l'avenir. Moi, ça m'a beaucoup inspiré. L'endroit, c'est très tranquille, c'est très silencieux également aussi. Puis certains éléments géographiques également aussi. Je parlais de la rivière Saint-François, bien entendu. Oui. Il y a un cimetière aussi protestant, un des premiers colonisateurs de la région de l'Avenir, qui s'appelait un Husk. Il est enterré juste à côté. Alors, quand on regarde différents éléments autour, ça a contribué un peu à former le lieu dans lequel se débattent, ou du moins vivent les différents personnages de cette pentalogie-là. On parle de pentalogie, comme vous l'avez mentionné, ça s'appelle les 5 saisons de l'avenir. Là, ça, c'est le tome numéro 2. Tome numéro 1, c'est l'automne. Oui, c'est l'automne. Alors, le grand titre au-dessus de ces saisons-là, c'est les 5 saisons de l'avenir, puisque ça se passe à l'avenir. Bien, dans un avenir, mettons, c'est dans 70 ans, à la fin du siècle, du 21e siècle. Ah, bon. C'est ça aussi. Donc, il y a 5 saisons. Bien, les gens me disent, oui, mais c'est quoi la 5e saison? Je garde le secret pour quand le 5e roman va paraître, on va comprendre pourquoi qu'il y a une 5e saison également là-dedans aussi. Mais entre-temps, évidemment, ça commence à l'automne. L'automne, à la fin du siècle, de ce siècle-ci, hiver au printemps, qui va paraître en septembre, c'est bien ça. Hein? Automne, hiver, printemps et été, puis ensuite, ça va être la 5e saison. La 5e saison. Tout ça, ça va se conclure en 2021, il me semble que c'est ça aussi au printemps. Alors, deux par année. 2 par année, parfait. Écoutez, là, vous allez parler de vous, là, au niveau formation, au niveau éducation, au niveau carrière. Qu'est-ce que vous avez fait? Parlez-moi de M. Michel Béril. D'aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours voulu être écrivain, par des nouvelles, par évidemment des romans. J'ai toujours été un grand lecteur, commencé par des grands classiques, on n'y échappe pas. Certains écrivains aussi qui m'ont beaucoup marqué, comme Simenon, par exemple. Oui. Les romans policiers. La science-fiction, bien entendu aussi, mais aussi les romans, ordinaires aussi. Alors, c'est comme ça aussi. Et je me souviens, j'avais commencé à écrire des journaux. Et à 17 ans, une de mes premières phrases, j'avais écrit, je voudrais devenir écrivain. Ah, bon. Alors, petit à petit, évidemment, c'est construite l'œuvre là-dedans aussi. D'accord. Ouais. Vous avez travaillé sur on regarde un peu à l'entour, vous avez travaillé pour le gouvernement fédéral, provincial. Vous avez également été enseignant, je crois. Oui, c'est ça. Bon, j'ai étudié, j'ai fait mon cégep à Drummondville. Ouais. Parce que je suis quelqu'un du cégep, malgré l'âge que je peux avoir, mais de la première génération du cégep, là, j'y étais. J'ai étudié à l'Université Laval en histoire, donc j'ai une formation en histoire. Ensuite, j'ai commencé à travailler au fédéral, et pendant 4 ans, j'ai enseigné le français, effectivement, aux adultes, mais aux officiers, dans un premier temps, aux officiers de l'armée canadienne.
Ah, bon. Ça, c'était à Gander, à Terre-Neuve. Oui. Ensuite, j'ai continué toujours avec les officiers de la marine à Halifax. Ah, bon. Ensuite, j'ai fait 2 ans à Ottawa. Oui. Et je suis revenu à Québec, au où Québec. là, j'ai décroché un emploi comme agent d'information au gouvernement du Québec. Et là, j'ai fait différents ministères, dont Transport, Conseil du Trésor, etc. Ah, Mais bon. j'aimerais souligner quand même que tous les emplois que j'ai faits, tu sais, gravitent un peu autour et de la lecture, de l'écriture, de la langue, etc. Exact. La linguistique m'intéresse également aussi beaucoup. Là. Fait que, tu sais, c'est un peu comme interrelié, parce qu'on sait que c'est un peu utopique de penser qu'on peut vivre de notre plume, comme on dit. Exact. Alors, l'un et l'autre allaient bien ensemble, là, comme journaliste au gouvernement du Québec et comme enseignant. Là. Ah, bon. Oui. D'accord, mais il y a un peu de science-fiction là-dedans. Hein? Oui, c'est de la science-fiction légère. Tu sais, souvent, quand on parle, « Ah, t'écris de la science-fiction », puis là, on voit les vaisseaux spatiaux, puis la guerre des étoiles, tout ça. C'est un genre, bien entendu, c'est un genre un peu stéréotypé. Tandis que ça, ça se passe dans un siècle à peu près aussi. Il est arrivé comme une catastrophe également aussi, mais tu sais, c'est pas là, comment dire, c'est une société qui se remet petit à petit en vie. Mais le niveau politique, parce que je parle beaucoup de politique là-dedans, de différentes actions aussi qui se passent aussi, que c'est une société qui s'est rebâtie en cité-État, sur le modèle des cités-États lors de la Renaissance, la Renaissance italienne. Et puis, c'est toutes des cités-États de peut-être 4-5 000 habitants. Il y a peut-être pas des guerres en tant que telles sanglantes, mais il y a beaucoup de conflits les uns par rapport aux autres. Vient se greffer à ça, parce que l'avenir est aux portes des zones tribales, c'est-à-dire les territoires cantonaux, les territoires juste à côté aussi. Les gens cantons de l'Est. Oui, les cantons de l'Est. Les territoires cantonaux, voilà, c'est le mot que je cherchais. Les territoires cantonaux, qui eux autres, ils ont goûté vraiment à la catastrophe. Alors, il y a beaucoup de réfugiés. Puis ça fait écho, je pense, aussi. Écho, c'est très contemporain. Quand on voit l'immigration qui se fait là, à partir de la Libye, vers l'Italie, vers la France. On voit la même chose avec les Vénézuéliens aussi qui vont en Amérique du Sud. Fait que, tu sais, autant maintenant que dans un siècle aussi, il va y avoir beaucoup de migration. Alors, les gens qui arrivent du Sud sont vraiment un peu mis de côté. On se méfie énormément d'eux autres parce que c'est des étrangers. Ouais. Alors, ils forment un genre de ghetto à l'intérieur même de l'avenir. Puis là, il y a des rivalités, évidemment, qui se dessinent là-dedans. Et vient se superposer parce que à l'origine, c'est des polars. Les 5 romans, c'est des romans policiers qui s'articulent autour de meurtres en série. Parlez-moi un peu d'un auteur qui vous a peut-être un peu inspiré, que vous aimez beaucoup, qui vous a... Elisabeth von Arbour. Oui, Elisabeth von Arbour, évidemment, c'est la princesse de la science-fiction québécoise là, aussi. Là. Tous ceux qui lisent le moindrement de science-fiction québécoise la connaissent aussi. Elle s'inscrit aussi dans un courant qui a commencé avec une revue à l'époque qui s'appelait Requiem, dont le nom maintenant est plus connu, c'est Solaris. Personnellement, j'ai fait partie aussi du comité de rédaction d'une autre revue de science-fiction qui s'appelait Imagine. Bon, ça fait quand même 15 ou 20 ans de ça aussi, mais ça s'inscrit un peu dans le terreau. C'est vraiment le terreau là, sur lequel beaucoup d'auteurs actuellement de science-fiction, de fantastique et même de polar s'inscrivent aussi. Alors voilà. Solaris, est-ce que ça existe encore? Hein? Solaris existe toujours, oui. Je ne voudrais pas risquer un chiffre, mais c'est au moins au 150e numéro. Ah, bon. Ça date d'une quarantaine d'années, les premiers. Ouais. Puis c'est sous la forme de livre aussi, vraiment. C'est une revue de science-fiction, sous la forme de livre aussi. Puis l'éditeur, c'est À lire. Les éditions À lire qui sont à Lévis. Ah, bon. Avec Jean Petitgros, que je salue peut-être, si jamais il vient qu'à écouter l'émission aussi. Là, Jean Petitgros, Norbert Sperner, c'est un peu les pères fondateurs là, de la science-fiction, même un peu le polar aussi du Québec. Bon, là, vous dites que vous allez en avoir 5, hein? 5 petits... Et vous m'avez parlé qu'éventuellement, vous allez avoir un autre projet. Vous parlez de Anne Guyenne? Anne Guyenne, oui. C'est l'enquêtrice qui est plus jeune que Obama Sawin. Obama Sawin, c'est le personnage principal qui est amené à l'avenir
comme second travail parce qu'il aurait pris une retraite. Puis finalement, il dit il manque un peu d'argent, comme ça arrive pour beaucoup de pré-retraités. Alors, il décroche un emploi à l'avenir comme directeur des travaux publics, c'est-à-dire il s'occupe de la voirie. Puis c'est un collectionneur d'ailleurs, il collectionne les panneaux de signalisation. Il est logique avec lui-même. Et puis, mais il arrive et puis le chef de police, on raconte qu'il s'est suicidé, mais petit à petit, à travers les pages, on s'aperçoit qu'il aurait été assassiné. Donc, déjà, la semence est faite aussi pour les romans policiers. Et puis là, il y a différents meurtres qui, malheureusement, commencent à se dessiner. Fait que lui, vu qu'il a été nommé comme chef de police de l'avenir par intérim, c'est lui qui doit enquêter, même s'il cumule aussi, évidemment, la fonction de directeur des travaux publics. Alors, au fil des pages, mais aussi au fil des romans, il acquiert de l'expérience, puis là, il devient un enquêteur un peu plus... Ouais, aussi. Mais tout ça sur un ton, je pense, un peu léger, il y a un petit peu d'humour également là-dedans aussi. Alors, science-fiction, polar, mais en même temps, un volet terroir. Parce que ça se passe, c'est vraiment là, dans des bulles, des petites bulles des cités-États de cet univers-là aussi. Avec des personnages, je pense, assez intéressants. En tout, je pense qu'il y a 175 personnages que j'ai recensés dans des fiches. Là. Mais c'est pas mêlant, c'est pas mêlant. Il y a les personnages principaux, les autres, s'ils réapparaissent dans un autre ton, je donne un paragraphe pour le situer également aussi, qu'on sache un peu d'où est-ce qu'il vient ce personnage-là. Ah bon, d'accord. Donc, les personnages, vous faites des fiches, absolument, parce qu'ils ont chacun leur façon de parler, ils ont chacun leur tic, chacun leur... c'est ça, leur image, leur univers, fait qu'ils s'expriment différemment. Alors forcément, il faut que je prenne sans inventer de nouvelles langues, là, mais de nouvelles façons de parler, là, c'est sûr. Puis l'exemple type, là, c'est Obama lui-même, Obama Sawin, qui est le personnage principal. Il a une façon de parler assez particulière. Il souffre un peu de dyslexie. Il mêle des mots. Puis quand le mot a 4 ou 5 consonnes, là, c'est sûr qu'il va interférer l'un par rapport à l'autre. Alors, ça lui donne toujours un certain complexe, évidemment, par rapport à d'autres. Là, mais bon, il continue quand même à faire ses enquêtes. Ses enquêtes. Donc, j'ai vu, quand il frappe un orignal, puis qu'il les traite d'orignal kamikaze. Des kamikazes, parce qu'il met des airs un peu partout pour différentes raisons. Ouais. C'est à la fois une simplicité, j'ai lu, là, une certaine simplicité, une certaine légèreté aussi, même si, quand même, les événements, comme vous dites, peuvent être tragiques, simplicité vont être difficiles, comme on parle de meurtre à un moment donné, mais... Ben oui, c'est pas toujours drôle. Évidemment, il y a des moments dramatiques, mais en même temps, pour faire contrepoids aussi, il y a un certain humour, une certaine légèreté également aussi. Puis l'écriture est comment dire, les paragraphes sont relativement courts. J'ai mis beaucoup de dialogues également aussi, puis des dialogues qui font avancer l'intrigue. Tu sais, des fois, il y en a qui vont mettre un intrigue, puis comment ça va? Ah, ça va bien, il fait beau ça aujourd'hui, il a fait soleil. Ça avance pas, l'intrigue. Mais dans un dialogue comme au théâtre, ça fait avancer l'intrigue aussi. Alors, je pense que c'est une lecture relativement facile à faire. C'est une 300 pages à peu près, avec des personnages, je pense, plutôt sympathiques. Bon, quelques-uns ne sont pas tellement sympathiques, forcément. Il y a des gens, le héros, il y a ses amis au début qui peuvent devenir ses ennemis. Ou encore des ennemis qui peuvent modérer leur affaire. Il y a des gens qui supportent, puis d'autres qui sont contre lui. Puis Exactement aussi. Il y a des intrigues bureaucratiques, entre guillemets, parce que le système politique d'une cité-État, comme ça aussi, il y a les natifs, puis ça, c'est à l'avenir, la cité-État. Et puis là, il y a un gouverneur. Dans le cas présent, c'est une gouverneure. Il y a le personnel aussi permanent là-dedans. Au BOM, c'est un occasionnel, comme au gouvernement aussi. Il n'y a pas sa sécurité d'emploi. Il faut toujours qu'il performe plus que les autres. Les autres sont plus un peu comme fonctionnaires également aussi. Il y a des rivalités. Dans le deuxième roman, il y a des élections également aussi. Alors là, il y a des petites des tours de passe-passe un peu entre
la gouverneure est celui qui se présente contre elle. C'est de la politique un peu, mettons, vilaine. Hein? Il y a des élections, on sait qu'il y en a qui s'en viennent au fédéral. Oui, c'est jamais pur des élections. Et, ayant travaillé longtemps au gouvernement, mettons, j'ai un peu d'expérience là-dedans. J'ai pu observer certaines tours des passes d'armes, si on veut. Bon. Là, vous m'avez parlé tout à l'heure, que vous allez en avoir, il y en a 5. Vous allez là jusqu'en 2021. Puis là, déjà, là, vous m'avez dit que là, vous êtes en train, là, vous les avez tous écrits. Il s'agit maintenant que vous les peaufiner, que vous mettez des meubles ou encore embellir, là, mais l'intrigue des 5 volumes, des 5 tomes, sont déjà terminés. Donc, il s'agit de faire une révision. Vous m'avez parlé également, étant donné que c'est déjà fait, on parle de Nguyen. Est-ce que vous le travaillez en ce moment, cette prochaine saga? Là? Oui, bien, Nguyen, il faut souligner qu'elle apparaît dès le premier tome. C'est une enquêtrice, mais un peu est engagée de façon, mettons, par contrat, par Obama. Parce qu'au début, Obama, avec ses policiers, ils réussissent quand même à faire la job de la sécurité à l'avenir. Mais là, il y a un paquet de meurtres, puis là, ça se complique énormément. Bref, Nguyen apparaît, et puis tout au long des 5 enquêtes, c'est l'adjointe aux enquêtes d'Obama. Mais elle est beaucoup plus jeune. Puis Obama, comme j'ai dit tantôt, il est proche de sa retraite. Ouais. Alors, quand il va prendre sa retraite à la fin du 5e tome, bien là, il va y avoir une nouvelle saga, un nouveau, mettons, 3 ou 5 romans, là, qui vont mettre en vedette, si on peut dire, Nguyen, un petit peu plus vieille, puis avec d'autres personnages aussi, mais Obama va toujours être un peu dans l'ombre, ou sûrement qu'il va intervenir, parce qu'il y a un langage, ça m'a pris bien du temps avant de commencer à bien maîtriser sa façon de parler, parce que c'est toujours très compréhensible, mais il y a des défauts de langage également aussi. C'est un personnage que j'ai beaucoup d'affection pour lui. Ça me fait un peu de la peine de demander partir. Mais là, surtout, là, comme vous dites, qu'il y a les 4 saisons ordinaires, plus la 5e, donc, où vous nous laissez dans la guerre pour le découvrir. Mais vous, là, en tant qu'écrivain, une journée, là, vous avez une journée dans la vie d'écrivain de Michel Bellil, comment se passe cette journée-là? Oui. Bon, bien, je me lève vers 8h, 8h30. Je suis vraiment pas opérationnel très tôt. Je suis pas un gars du matin. Là. Fait que le matin, ben, je lis beaucoup de nouvelles. J'écoute un peu la télé, mais très peu aussi. Mais je m'informe, je lis beaucoup des romans. J'ai toujours 3-4 livres de côté, des recueils de nouvelles, des romans, de la fiction, des biographies, bon, des choses comme ça. Des sudoku également aussi. Donc, j'en arrive donc vers 1h, 1h30. Là, c'est mon temps de travail. Mais il y a des écrivains qui disent qu'ils vont écrire 8, 9 heures, 10 heures. Bon, c'est possible. Mais moi, c'est un 3 heures, 3h30 d'écriture intense. Là. Donc, si on veut se résumer, c'est l'après-midi. Mettons de 1h, 1h30. À 4h30, 5h. 4h30, 5h. Fait que là, c'est ce que j'avais à dire en 3 heures ou 4 heures, c'est fait. Ce qui représente, mettons, un 5-6 pages là, de fiction. De fiction. Puis en soirée, ben, là, c'est vraiment d'autres choses. Là. De la lecture encore. Une promenade, bon, un peu... Mais ça, là, vous parlez tout à l'heure, là, que pour les personnages, vous aviez une fiche. Même si vous travaillez l'après-midi, est-ce que ça vous arrive à un moment donné de traîner avec vous un calepin et de dire, hop, là, il y a quelque chose qui se passe, j'ai une idée, est-ce que vous... Oui. Ça fait un peu cliché, mais je pense que la plupart des écrivains font ça aussi, là, tu sais... Ça m'étonnerait que ça m'arrive de me lever à 2 heures du matin prendre des notes. Là. Il y en a peut-être qui le font. Mais durant la journée, dans le cours de la journée, en soirée également aussi, je suis en train de faire quelque chose, écouter une émission. Pouf, il y a comme un déclic qui se fait entre ce que j'ai pu lire, quelque chose que j'ai ressenti également aussi. Alors, je prends une note à côté, et puis ça, je dépose ça en banque, dans mes réserves d'écureuil. Et puis, éventuellement, quand je vais y arriver, quand je vais avoir fait suffisamment de recherche, ben là, ça va vraiment comme s'articuler. Puis vu que mes personnages sont quand même déjà pas mal développés, je parlais de Nguyen, mais le cadre géographique
est là quand même. Le cadre politique également est là aussi. Tu sais, ça me donne un bon départ également aussi. Tout ce qui est nouveau, là, puis ce qui fait le propre de chacun des romans, indépendamment les uns des autres, c'est l'intrigue en tant que telle. D'accord. Je vais peut-être poser une question. La poésie, est-ce que vous en lisez? Très peu. Très peu. Très, très peu. Curieusement, j'ai pas d'affinité vraiment. J'ai de la... Non, j'ai un peu de difficulté à comprendre. Vous, est-ce que vous en lisez un peu? Ou... J'en lisais. Okay, j'en lis, de toute façon, moi-même, j'en écris. Je participe à une revue qui s'appelle la Revue Carquois. OK. Là, il y a la Revue des Forges également aussi, à Trois-Rivières. La Revue des Forges, à Trois-Rivières. Écoutez, vous êtes impliqué à l'avenir. Ah, c'est vrai. Maintenant, parlez-moi de votre implication à l'avenir. Eh bien, ça, c'est une... J'ai été surpris moi-même. C'est que j'arrive à l'avenir avec ma conjointe, puisque je viens pas de l'avenir. J'arrivais de Québec, mais je suis originaire de Drummondville, si on veut. Et puis, petit à petit, un an ou deux plus tard, bien, on voit l'Âge d'or. Je dis, tiens, on va aller voir, ça se passe comment. Même si on a un peu des idées préconçues, j'arrive là. Puis, quasiment dans la première réunion, je deviens vice-président de l'Âge d'or. Puis, l'année d'ensuite, président de l'Âge d'or. Puis, imaginez-vous que le maire fait partie de l'Âge d'or également aussi. Puis souvent, j'étais assis à sa table, puis là, on parlait de politique. Puis là, c'est comme ça qu'il m'a comme repéré. Moi, je pensais pas vraiment à faire de la politique municipale, mais bon, il m'a repéré. Tu sais, je peux représenter un bon groupe d'âge. La plupart des autres conseillers municipaux, c'est des cultivateurs. Exact. OK? Puis il y a une enseignante quand même aussi, là. Donc, moi, mettons, plus les personnes d'un certain âge également aussi. Dans mon coin également, où je suis dans le premier rang. En tout cas, pour faire une histoire courte, c'est que il a réussi à me convaincre parce qu'au début, bon, ça me tentait plus ou moins. Parce que moi, je voulais écrire, j'étais là pour continuer puis développer mes différents romans, mais l'un n'interdit pas l'autre. Je dirais même le contraire. L'un nourrit l'autre. Parce que je me suis rendu compte, justement, parce que je me suis présenté dans l'équipe du maire il y a un an et demi de ça, en novembre 2017. Puis bon, dans des élections, j'ai battu le conseiller sortant dans le poste où il était, donc je l'ai remplacé. Puis là, on s'inscrit beaucoup plus dans la vie, là, vraiment, des gens de l'avenir. Puis un de mes principaux dossiers, c'est le dossier culturel. Dossier culturel, effectivement. Parce qu'on a un journal, on a un site web, on a la bibliothèque, et puis aussi la Maison de la culture. Peut-être que vos téléspectateurs connaissent pas la Maison de la culture de l'avenir, bien, évidemment, mais c'est quand même une institution culturelle vraiment locale, mais aussi qui irradie un peu autour, parce qu'on a des abonnés. Des habitués qui viennent de Drummondville et de Sherbrooke. Et c'est ouvert aux artistes émergents. Parce que c'est une salle de 200 personnes. Donc, on est juste comme intermédiaire. C'est pas Montréal et Québec, là, mais c'est donc des jeunes qui viennent puis qui commencent à monter comme Tire le Coyote, si jamais on peut connaître cette mais il y a quand même que c'est assez extraordinaire. Oui, bien, pour une petite municipalité de 1200. Pour 1260 personnes aussi, là, c'est un endroit vraiment, vraiment dynamique. Moi, je trouve... comme endroit pour vivre aussi. Puis comme je disais tantôt au tout début de l'entrevue, là, je suis dans un coin vraiment, vraiment isolé, mais c'est un choix personnel, tranquille, où je peux développer dans le silence. Dans le silence, cette chose-là. Et le fait que vous êtes, vous voulez les impliquer, là, vous êtes, disons, une personne âgée, vous occupez des personnes âgées, je soupçonne que des gens qui sont là, qui sont nés à l'avenir, qui ont développé un avenir. Et vous sachez, étant donné que dans vos romans, les choses se passent à l'avenir, vous avez eu un accueil quand même où vous étiez un petit peu perplexe, puis finalement, les gens de l'avenir sont très heureux d'avoir un écrivain parmi eux. Oui, c'est ça. Ben, j'ai même écrit dans le 4e de couverture un peu, bon, en disant aux gens de l'avenir, ben là, j'espère qu'ils m'en voudront pas trop d'avoir... parce que... Le portrait est pas toujours rose, bien qu'il y a des gens très sympathiques du côté autant des natifs, les natifs de l'avenir, dans le roman toujours que je parle, puis des gens qui viennent de l'extérieur aussi. Hein. Les personnages, c'est jamais blanc puis noir aussi. C'est quand même un peu... Il y a de tout également aussi. J'ai l'impression qu'il y a dans ces personnes qui sont nées à l'avenir, qui ont grandi à l'avenir, qui sont rendus à 80 ans, qui ont peut-être lu votre chose, qui peuvent dire, mais écoutez, là,
Il me semble que vous pourriez peut-être parler de telle chose qui s'est passée en 1950 ou 1960. Bien, évidemment, forcément, comme je disais tantôt, ça me nourrit énormément aussi. J'ai une formation d'historien, entre autres. Puis, bon, évidemment, on apprend la grande histoire à l'université, mais la petite histoire, c'est très, très intéressant. Puis c'est ce qui m'a fasciné également aussi à l'âge d'or, c'est de côtoyer des personnes de 85, 90 ans qui ont tout un passé, puis ils m'ont fait connaître aussi certains faits aussi qui sont passés, qui ont été peu publicisés à l'époque. Bon, c'est une des raisons, c'est une de mes sources là, de renseignements aussi, que je peux prendre des notes également là-dedans. Puis c'est sûr que j'ai lu quand même beaucoup aussi sur l'histoire locale. Quand je parle de Dorion ou que j'évoque un peu le nom de l'avenir, qui est déjà un peu prédestiné quand on écrit de la science-fiction, c'est ça aussi. Alors, forcément, je me suis documenté et dans les livres qui traitaient de l'avenir et des cantons de l'Est, mais aussi auprès des gens, là, des gens qui ont toujours vécu à l'avenir. Écoutez, chers téléspectatrices et téléspectateurs, c'est les 5 saisons de l'avenir. Vous avez déjà l'automne, tome 1, tome 2, c'est l'hiver. Je soupçonne que c'est le printemps, tome 3. 4, c'est l'été. Puis, comme on disait tout à l'heure, le tome 5 va paraître peut-être en 2021, mais... c'est la 5e saison. La 5e saison. Écoutez, c'est par les éditions L'Apothéose de la Norette. À côté ici. Juste à côté, effectivement. Ouais. Donc, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est une bonne lecture aux téléspectateurs. Puis j'ai commencé, puis effectivement, c'est agréable et ça nous tient en haleine. Ah, ben, merci. Fait que, voyez-vous, on a même dépassé 27 minutes. En tout cas, vous remercie infiniment, M. Bellil, d'avoir accepté notre invitation. Et j'ai déjà hâte au volume 3, volume 4, volume 5. Vous êtes sur ma liste. OK, ça marche. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Comme mentionné précédemment, eh bien, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir M. Michel Bellil. Bonjour, M. Bellil. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Oui. Bonjour, M. Clinton. Alors, Oui, je sais, c'est volontaire. Parce que juste avant de commencer votre émission, vendredi dernier, c'était la soirée hommage aux bénévoles, justement offert par le CABA et aux autres organismes bénévoles qui a eu lieu vendredi passé. Ouais. Et je sais que vous étiez moins en forme pour vous présenter à cette réunion-là. Oui. Mais on a eu un certificat de reconnaissance qui a été remis à Louis-Marie Kempton pour son apport en bénévolat, pour toutes ces années de bénévolat ici à CTRB. Puis vu que vous n'étiez pas là, bien, je profite de votre émission pour vous le remettre en personne, pour que tout le monde le sache qu'on vous remet ce certificat de reconnaissance. Eh bien, merci beaucoup. Là, en tout cas, bonjour. Ouais, ben C'est oui. un petit tour là, qu'on vous joue, là, mais on tenait à souligner en ondes, vu que vous n'étiez pas là la semaine dernière. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Là. C'est émouvant. Ça me fait plaisir de
d'accepter, puis ça m'a toujours plaisir de travailler pour ce TRB. Ben, c'est ça. Qu'on vous laisse commencer vraiment votre émission, mais on voulait présenter ça justement en ondes lors de votre prochaine émission qui était cette semaine. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Bon. Que d'émotions, que d'émotions. Celle-là, je m'en attendais vraiment pas. Ça fait combien de temps que vous êtes bénévole ici? Oh, ça fait... faut-tu vous dire... Mon Dieu. Une dizaine d'années? Ça fait loin d'une dizaine d'années. Là. C'est Bon, mais on parle pas de moi, là, on parle de moi. C'est mon instinct de journaliste qui revient. J'aime bien poser des questions. Bon. Okay. Bienvenue, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Déjà, l'émission se termine. Et on m'a remis ce certificat de reconnaissance parce que j'ai travaillé bénévolement. Fait que je remercie CTRB d'avoir pensé à moi pour me remettre ce certificat de reconnaissance. Donc, un super grand merci. J'en profite pour vous remercier, vous, chers téléspectatrices et chers téléspectateurs, de votre fidélité à cette émission. J'espère que cette émission vous aide à aimer la lecture, qui vous aide à découvrir les nombreuses facettes de la lecture, que ce soit de la poésie, des romans, des nouvelles, des polars, et puis dans différents styles. Puis, surtout, peut-être aimer les auteurs et autrices, parce que maintenant, au niveau féminin, on dit autrices. Donc, aimer les auteurs et autrices de la région, mais également de tout le Québec. Parce que la littérature québécoise doit être sans cesse à découvrir, à approfondir. La littérature québécoise existe, elle est belle, et puis il s'agit justement de faire la connaissance de nombreux auteurs et de nombreuses autrices par la qualité de leurs œuvres. Fait que c'est dans ce sens-là que l'émission existe. Et encore une fois, je renouvelle ma demande. Comme on ne peut pas tout savoir, eh bien, si vous avez lu un livre qui vous a particulièrement plu, qui vous a vraiment fait du bien, qui vous a vraiment pris complètement, eh bien, me le faire savoir, parce qu'on pourra en parler. Bon, en me faisant savoir, c'est en écrivant à l'adresse courriel suivante. Louis M. Kimpton, arrobas ou en commercial, gmail.com. Je répète, Louis M. Kimpton, arrobas, gmail.com. Donc, je vous remercie à vous toutes et tous, comme je remercie, encore une fois, CTRB, de permettre cette émission, de remercier notre technicien, M. Michael Chabrette, qui aujourd'hui, encore une fois, je le remercie pour ce certificat qui m'a vraiment pris un peu par surprise, mais en fait, j'ai pris un grand plaisir de travailler à CTRB. Fait que je vous invite à une prochaine rencontre au mois de mai. Et j'espère, du moins, ne c'est pas encore finalisé, de recevoir M. Marc Aubry, auteur de La Justicière, un roman publié par les éditions L'Apothéose, qui connaît un immense succès, que ce soit le tome 1 ou le tome 2 de La Justicière. Fait que vous souhaitez, là, peut-être pas que va être passé au moment où l'émission va être diffusée, mais je vous souhaite un bon printemps, une bonne semaine, et puis au moins, encore une fois, bonne lecture, puis soyez des nôtres
lors de prochaines émissions. Merci beaucoup.